Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h20, notre invité c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, bonjour. Bonjour, Christophe Jacobizine et Laure Closier. Alors Bonjour. Comme parfois c'est compliqué de comprendre le langage des banquiers centraux, c'est Alex Greenspan qui le disait, je vais essayer de changer de méthode aujourd'hui. Je fais une phrase, c'est est-ce que les fleurs fleurissent au printemps ? Ça veut dire, est-ce que vous allez baisser les taux d'intérêt avant la fin du printemps, le 21 juin ? Alors je vais d'abord répondre à votre question horticole. Oui, les fleurs fleurissent au printemps. Mais maintenant, on va parler politique monétaire et conseil des gouverneurs. Dire un mot d'abord de notre discussion d'hier, parce que je crois qu'elle était importante et elle était très convergente sous la présidence de Christine Lagarde. Il y a aujourd'hui un large consensus pour considérer que les riches sont équilibrés. Et vous allez voir, ça va m'amener à répondre à votre question. Qu'est-ce que je veux dire par les riches sont équilibrés ? C'est qu'au fond, il faut qu'on se garde de deux écueils. Il y a l'écueil de la précipitation. Ça serait baisser les taux trop tôt et risquer de manquer notre cible d'inflation de 2%. Mais il y a l'écueil de la crispation. L'écueil de la crispation, c'est agir trop tard et peser trop sur l'activité. Tuer le malade avec vos saignées. Oui, alors je rappelle d'abord qu'on a soigné la maladie. C'est-à-dire que la politique monétaire est efficace. L'inflation en zone euro, elle était supérieure à 10% fin 2022. On a oublié ça. Le dernier chiffre, c'est 2,6, divisé par plus de 4. Et nous avons maintenant de plus en plus confiance que nous allons ramener l'inflation à 2% d'ici l'an prochain. Je l'ai dit... La Banque de France l'a dit depuis un an, je l'ai dit à ce micro. Je crois qu'aujourd'hui, autour de la table, il y a de plus en plus confiance. Et donc, il y a un large consensus sur une baisse prochaine de taux. Pour le dire autrement, il y a un large consensus pour préférer ce que j'appellerais le gradualisme à l'attentisme. Il serait d'attendre trop longtemps. Je crois que le gradualisme, c'est la meilleure façon de s'assurer contre ces deux risques désormais symétriques. La précipitation, mais le risque opposé de la crispation. Donc les fleurs fleuriront au printemps. Alors, je laisse de côté les fleurs et je reviens sur les taux. Il me paraît très probable qu'il y ait une première baisse de taux au printemps. Je vous rappelle qu'en Europe comme ailleurs, le printemps, c'est une saison qui va d'avril jusqu'au 21 juin. Donc on a bien saisi le message, ça sera pour Alors ça la dépendra réunion bien début sûr des données, sauf surprise, Justement, etc. les données, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a parlé hier des salaires. C'est une des données qui est regardée de près. Le risque d'une boucle sur les salaires, on ne la voit pas venir depuis des mois. Est-ce qu'il y a vraiment toujours cette donnée qui est intéressante à regarder pour savoir si l'inflation va oui ou non repartir ? Je crois qu'en France, au moins, nous ne voyons pas de boucle prix-salaire. Et nous ne voyons pas de risque sur le futur proche. Ce sont vos collègues allemands même si, Laure Closier, je crois que c'est une bonne nouvelle, les prix vont diminuer plus vite que les salaires. Donc on va regagner du pouvoir d'achat et ça devrait d'ailleurs soutenir la consommation et progressivement la reprise. C'est votre collègue allemand qui est plus inquiet, avec les grèves notamment qui se multiplient en Allemagne en ce moment pour réclamer des hausses de pouvoir d'achat. Je parle de la France et c'est le cas dans beaucoup de pays aussi de l'Union européenne. Donc je crois que sur les données, on est dans un cockpit et on regarde des cadrans. Je crois qu'il y a deux cadrans principaux que nous allons regarder dans les semaines et les mois qui viennent. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, en particulier l'inflation des services. Alors celle-là reste un peu supérieure à 3%, donc un peu plus forte. Les salaires sont un des éléments de cette inflation sous-jacente, mais je parle d'un cadran un peu plus large qui est cette inflation sous-jacente. Au passage, c'est sur cette inflation sous-jacente que la politique monétaire peut agir. L'autre donnée que nous regardons, c'est bien sûr l'activité, parce que je le disais, éviter la crispation et de peser trop sur l'activité. Il y a un indicateur dont vous parlez jamais. Vous me permettez, Christophe Jacobizine, d'insister là-dessus. Je crois qu'hier, il y a eu un point d'accord majeur, décisif, c'est que ces risques sont désormais équilibrés entre précipitation et crispation, et donc large consensus sur une baisse prochaine de taux. Après, il y a un point relativement mineur, c'est le calendrier précis de cette baisse de taux. J'ai donné une indication en termes de saison. Bon, il y a quelque chose dont vous ne parlez pas jamais, on en a parlé avec Jean-Marc Daniel tout à l'heure. Dites-nous si vous regardez ou pas le taux de change, parce que est-ce que ce qui vous freine aujourd'hui, c'est pas la situation aux États-Unis. Si on baisse trop vite, on risque d'affaiblir l'euro. Or, on a plutôt besoin d'un euro fort. En tout cas, les Allemands ont plutôt besoin d'un euro fort. Nation qui devient une nation de rentiers, etc., etc. Est-ce que vous regardez le taux de change quand vous prenez des décisions ? Nous n'avons pas d'objectif de change. Nous regardons bien sûr parmi les composantes de l'inflation
les effets du taux de change sur ce qu'on appelle l'inflation importée. Il n'y a pas d'objectif d'euro fort ou d'euro faible. Il se trouve que nous avons un euro quasi stable, d'ailleurs, depuis des années. Je ne crois pas, d'ailleurs, que les intérêts allemands et les intérêts français soient divergents en la matière. Mais Christine Lagarde l'a redit hier clairement. Dans les décisions que nous nous prononçons d'après des données européennes, c'est-à-dire l'inflation sous-jacente et l'activité en Europe, et pas selon les États-Unis. Il se trouve, quand j'écoute le président Jay Powell devant le Congrès cette semaine, qu'il a dit des choses, me semble-t-il, relativement parallèles à ce que nous disons sur le fait qu'il avait de plus en plus confiance sur la réussite de la politique monétaire et de la désinflation. L'activité, justement, en zone euro. Hier, la Banque Centrale Européenne a revu sa prévision à la baisse, 0,6% en 2024 contre 0,8% précédemment. Vous avez dit la baisse des taux, c'est pour le printemps. Vous n'avez pas dit de combien. Est-ce que, justement, on a besoin d'un choc pour refaire repartir cette croissance européenne? Alors d'abord sur l'activité, c'est vrai qu'il y a une petite révision à la baisse sur 2024, mais il y a une reprise forte, 1,5% et plus sur 2025 et 2026, aidée par cette désinflation dont nous parlions. Ça va faire une progression des salaires réels et donc du pouvoir d'achat, et puis aidée aussi par la baisse des taux à venir. Je note au passage que sur la France, nous publierons nos prévisions de croissance la semaine prochaine, mercredi matin, mais on peut d'ores et déjà dire que 2 années de suite, en 2023, ça c'est un fait, et puis en 2024, ça sera notre prévision, la croissance française devrait être supérieure à la moyenne européenne. Je crois que c'est une bonne chose pour nous, Français. Alors, comment est-ce qu'on peut pousser la croissance en France et en Europe, au-delà de cette reprise conjoncturelle? Je crois que la baisse des taux, elle n'est pas là pour agir comme un produit dopant sur la croissance. Nous fixons le niveau des taux d'intérêt d'abord d'après une boussole qui est l'inflation. Mais évidemment, la réussite de la désinflation soutient le pouvoir d'achat et soutient la croissance. Au-delà de ça, je crois qu'il faut des réformes de fond. Et en particulier, nous avons hier pris une position très importante, Conseil des gouverneurs, sur ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux. Ça peut paraître technique, mais mobiliser l'épargne européenne pour financer les transformations européennes. Alors on va parler dans un instant, mais quand même sur la France, il y a eu des annonces importantes cette semaine, une sorte d'opération vérité sur la croissance, avec la révision à la baisse des perspectives, sur les déficits, et sur la dette. Est-ce que il fallait le faire? Est-ce que l'annonce de 10 milliards d'économies cette année, 20 milliards l'an prochain, était nécessaire? Et est-ce que vous y croyez? Parce que ça fait 20 ou 30 ans que les gouvernements nous promettent des réformes, des baisses des dépenses publiques, et ça ne fonctionne jamais. Alors, sur la politique budgétaire, Christophe Jacobizine, je vais le dire en toute indépendance, il est indispensable, il est impératif de tenir nos objectifs de déficit budgétaire, de les réduire. Et donc là, le gouvernement a raison. Pourquoi c'est indispensable? Parce que nous avons un objectif de réduction à 4,4% de déficit cette année. Ça reste très élevé, un des plus élevés de la zone euro. Et si nous manquons ça, ce qui est malheureusement le cas, vous l'avez dit, depuis des années, mais si nous manquons encore ça, nous perdons notre crédibilité en Europe et puis nous manquons totalement de responsabilité vis-à-vis de nos propres intérêts français. Pourquoi? Parce que on ne cesserait dans ce cas d'augmenter la dette, et la dette, ça coûte de plus en plus cher. Je vais vous donner un chiffre. Les intérêts que nous payons sur la dette, ils vont être multipliés par 3 en 6 ans, entre l'année 2021 et l'année 2027. Et tout ce que nous payons sur la dette, c'est-à-dire le poids du passé, c'est autant que nous ne pouvons pas dépenser sur l'éducation, sur le climat, sur la police, sur les priorités des Français. Donc c'est notre intérêt et c'est notre crédibilité en Europe qui se joue. Donc je crois que c'est indispensable, même si c'est pas facile. Alors après, c'est au gouvernement ou au Parlement de décider où faire ces économies. Au passage, il s'agit de freiner l'augmentation des dépenses, pas de diminuer les dépenses, donc on n'est pas du tout dans l'austérité. Dans le contexte conjoncturel dont nous parlions, c'est-à-dire une reprise progressive de l'activité, on peut freiner l'augmentation des dépenses sans ralentir trop l'activité. Vous dites c'est ultra nécessaire, mais Bruno Le Maire a prévenu, on sera bien au-delà des 4,9% de déficit, donc bien au-delà de ce que nous impose l'Union européenne. Il faudrait aller plus loin. Alors, il y a un plan sur plusieurs années pour descendre sous 3% de déficit, qui est l'objectif européen d'ici 2027. Moi, je n'ai pas encore le chiffre 2023, je vois comme vous
Le gouvernement dit qu'il y a eu des mauvaises surprises. Mon message, il est fort sur l'objectif 2024. Là, il est temps d'agir. Objectif 4,4%. Il y va de notre crédibilité, du poids de la France en Europe. Comment voulez-vous, quand nous mettions en avant des idées en Europe, si nous ne les appliquons pas nous-mêmes, les autres nous écoutent? Et puis, il y va de notre responsabilité, c'est-à-dire notre marge de liberté, de souveraineté budgétaire. Alors justement, le problème, c'est qu'on ne veut pas faire des économies, elles sont sans doute nécessaires, au moment où on a besoin d'investir. On est en révolution économique, la transition écologique, la révolution de l'intelligence artificielle. Il faut des dizaines et centaines de milliards d'euros d'investissement. Les États n'en ont plus. Où est-ce qu'on les trouve? Vous parliez tout à l'heure de cette union des marchés de capitaux en Europe. On a un problème, on n'arrive pas à trouver l'argent comme les géants américains pour financer l'avenir. Alors, d'abord, à l'intérieur de l'argent public, je crois qu'il faut arriver à dépenser un peu moins sur le fonctionnement courant. Il y a des sources d'économie et pour pouvoir investir plus. Mais la grande ressource européenne, c'est l'épargne privée. On ne le sait pas toujours, mais les Européens, collectivement, épargnent beaucoup. Et l'épargne excédentaire chaque année en Europe, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Déficit public. Près de 400 milliards d'euros. Ça Et qui ne va pas entièrement dans le financement des déficits publics. En face de ça, nous avons des besoins d'investissement pour les deux transitions, la transition verte puis la transition numérique, qui sont eux-mêmes de plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc l'union des marchés de capitaux, c'est ça. On prend la ressource européenne, qu'est l'épargne privée, et on l'affecte vers les deux besoins de transformation numérique et écologique. Alors, bien sûr, je viens de le dire très simplement, mais je crois que déjà, il faut marquer cet objectif. Au passage, il faudrait changer le nom. Union des marchés de capitaux, c'est technique. Est-ce qu'on parle d'union d'épargne et d'investissement durable, d'union de financement pour la transition? Je suis ouvert là-dessus, mais je crois qu'il faut que le nom donne l'objectif. Et ça, c'est un vrai levier que nous avons. Et puis, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes pour affecter cette épargne à cet investissement. J'ai fait des propositions à la matière dans un discours à Gand il y a 3 semaines. Et moi, je suis très heureux de cette prise de position unanime des gouverneurs hier, les 20 gouverneurs des 20 pays autour de Christine Lagarde. Et je crois que c'est très cohérent avec un certain nombre de propositions que j'ai faites sur une titrisation verte, sur le développement des fonds de capital risque européens ou sur l'utilisation de la technologie numérique pour faciliter les transactions transfrontières. Certains attendent un IRA européen comme un IRA américain pour financer la transition énergétique. Est-ce que ça veut dire que, étant donné l'état par exemple des finances publiques de la France, ça ne se fera jamais et donc le seul moyen, c'est de passer par les capitaux privés, de les unir? C'est ça notre IRA européen? Je crois qu'il faut qu'on sorte un peu de l'autoflagellation européenne. Nous, Européens, nous avons une vertu collective, mais qui, poussée excessivement, devient un défaut, c'est la modestie. Bon, il y a eu des dispositions européennes. Je vous rappelle le plan de 750 milliards d'euros décidé en 2020. Il n'est pas déboursé. Il commence à être dépensé à l'initiative de la France et de l'Allemagne et largement affecté aux deux transformations vertes et digitales. Et puis il y a un certain nombre de dispositions nationales, la loi industrie verte en France. Donc il y a des choses. Il faut probablement qu'on en parle plus. Qu'on les vende mieux, au sens les faire connaître aux industriels. Mais il faut compléter ces dispositifs publics par la mobilisation, la mise au service des Européens de cette épargne privée. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme elle ne s'investit pas en Europe, elle va s'investir ailleurs, aux États-Unis ou dans les pays émergents. C'est quand même dommage que, alors que nous produisons une ressource d'épargne, nous ne sachions pas l'utiliser pour nos besoins à nous. C'est ça l'union de financement. Dans un instant, Jean-Marc Daniel et Jean-Marc Fiorentino vont débriefer vos propos. Vous savez ce que dit Jean-Marc Daniel? C'est que plutôt que d'investir en Europe, cette épargne européenne, avec une main-d'œuvre trop chère, des pays vieillissants, autant aller justement l'investir ailleurs, aller par exemple aux États-Unis et profiter des subventions américaines. On pense l'inverse, quoi, exactement. Oui, moi je n'enterre pas du tout l'Europe. Je crois que nous avons un certain nombre de réussites. Mais enfin, si on veut utiliser l'atout que sont l'épargne européenne, la capacité de travail et l'intelligence des Européens, il faut un certain nombre de réformes pour mettre tout ça en synergie. C'est ça l'Europe au passage. Et nous n'avons pas de solution nationale prise séparément, mais ensemble on peut faire des très belles choses. Regardez comment on a fait face au Covid. Je crois que l'Europe est plutôt le continent qui a le mieux réagi. Donc l'Europe, il peut être aussi pilote face à ces deux grandes évolutions. Au fur et à mesure que l'inflation recule, si vous me permettez cette dernière phrase, nous sortons du mode crise, du mode urgence, et nous devons regarder plus à moyen terme et réussir, en Europe d'abord, ces deux transformations énergétiques et numériques. Merci François de Gallo d'avoir été avec nous.